Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Diop Decroix. On ne le présente plus, mais on va quand même préciser qu'il est le secrétaire général de And Jëf PADS, député, membre du groupe parlementaire libéraux et démocrates. Libéral et démocrate. Libéral et démocrate. Membre de la coalition Wallu Sénégal, ministre du président Abdoulaye Wade après l'alternance de 2000, vous faites partie des personnalités au long parcours politique. 68 ans et figure de proue de la gauche sénégalaise, vous êtes un des compagnons de Omar Blondin Diop, mort en prison sous le régime du président Léopold Sédar Senghor. Votre engagement de militant maoïste en mai 68 vous avez valu l'exclusion de l'université de Dakar et l'enrôlement de force dans l'armée sénégalaise en 1971. De quoi on n'a pas besoin d'en dire davantage sur votre biographie. Vous êtes déjà très connu. Invité du JDD, vous êtes donc notre homme de la semaine. Bonjour. Bonjour Mamadou. Qu'est-ce qu'être un homme de gauche aujourd'hui? Peut-on l'être d'ailleurs aujourd'hui? Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité sur votre plateau de jury du dimanche. Vous le faites dans un contexte également assez particulier qui fait que je suis doublement satisfait de votre invitation parce que nous bouclons ce dimanche le long marathon budgétaire avec tout ce qui se passe. Donc, vraiment, je vous remercie. Alors, on fera le bilan tout à l'heure. Voilà. Homme de gauche, est-il possible de l'être encore aujourd'hui? Voilà. Alors la question elle-même, je l'interroge à mon tour la question parce que d'abord il faut redéfinir, pas redéfinir mais renommer la gauche. Vous savez, nous sommes dans un pays fortement islamisé, 95% de musulmans. Le livre des musulmans distingue à une approche de gauche et droite, ce qui n'a rien à voir avec justement la culture politique française, la tradition française. Ouais. Quand on dit on est de gauche, c'est en général ceux qui sont pour les plus faibles, les déshérités, etc., pour la justice sociale, etc., etc. Donc, ici au Sénégal, je préfère ne pas parler de gauche, mais parler d'avant-garde. Voilà, je suis de l'avant-garde et je revendique mon appartenance à l'avant-garde. La gauche dont on parle depuis très longtemps au Sénégal n'existe pas ou n'existe plus? Si, c'est le terme, j'utilise le terme. Oui. Parce que la droite et les adversaires de la gauche ont utilisé le terme pour contrer les militants de gauche au Sénégal. Ce sont des athées, ils sont anti-religieux, anti-ceci, anti-cela, et ça a contribué à isoler et à marginaliser. Il vous reste à prendre le pouvoir. Oui. Vous ne l'avez jamais obtenu, vous ne l'avez jamais exercé pleinement. Et c'est ça, justement, c'est pour ça que je dis que l'avenir est radieux, parce que quand même, on a testé en Afrique, au Sénégal, je suis très prudent en général d'ailleurs quand j'utilise les catégories politiques qui nous viennent de la France parce que ce n'est toujours pas tout à fait ça. Mais enfin, on est obligé d'y travailler. Par exemple, Senghor s'est dit socialiste. Mais il a dit socialisme africain. Vous avez tout à l'heure dit maoïste de 68. Senghor disait, chaque matin quand je me lève, avant mon petit déjeuner ou au cours de moi, je lis Mao Tse-tung. Je lis le livre rouge de Mao Tse-tung. Donc, l'exercice du pouvoir avec Abdoulaye Wade, le libéral. Oui, j'arrive. Oui, le socialisme de Senghor. Oui. Abdou Diouf, Parti socialiste. C'est 20 ans, Abdou Diouf l'a dit dans ses mémoires, j'ai passé 20 ans à appliquer les programmes d'ajustement du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc, ça n'avait rien de socialiste. C'était l'ultralibéralisme, avec tous ses effets néfastes. On n'a pas le temps. Ensuite, c'est vrai, Wade a remplacé le Parti socialiste. Wade s'est dit libéral, j'allais dire, de force.
Senghor, il y a eu un débat entre Wade et Senghor. Ouais. Wade a prétendu qu'il était sur la gauche de Senghor. Il a milité à l'UPS d'ailleurs. Et il a le programme fondamental du PDS en 1974, c'est socialisme travailliste. Beaucoup de gens l'oublient ou ne le savent pas. Le programme fondamental de Wade, c'est socialisme travailliste. Et aujourd'hui, Macky Sall, avec qui vous avez cheminé à AJ/PADS, vous en dites quoi? Alors, non, très rapidement. Parce je vais venir à Macky. Alors, donc, voyez, là aussi, Wade a essayé de faire, tout en agitant le drapeau ou levant le drapeau libéral, il a donné des bourses ou des aides à l'ensemble des étudiants, etc. Il a fait beaucoup de politique sociale. Mais enfin, il s'est dit libéral. Macky se dit libéral social. Libéral social, il a fait Andi Diouf, PADS, ses premières armes pendant quoi, peut-être 6 ans. Hein, je l'ai dit, si c'était à l'école coranique, tu as descendu le Coran chez Andi Diouf et tu es allé étudier les sciences chez Wade. Ça donne ce que ça donne. Ça donne quoi? Un libéralisme débridé ou bien un socialisme, etc. Oui. Aujourd'hui, votre conviction, c'est que cette avant-garde-là ou cette gauche-là peut prendre le pouvoir. Oui, c'est ça. Quand? C'est ça. À mon avis, très prochainement. Par exemple. En 2024, par exemple. Pourquoi pas, oui. Préconiser un candidat d'avant-garde. Pourquoi pas. De gauche. Oui. Ce serait qui? Vous-même? C'est moi-même. À vous-même? Très bien. Je voyais bien que c'est là où vous vouliez en venir. Dire, si vous vouliez en venir, disons. Oui. On connaît à peu près ce pays-là, comment il est. Bon, les acteurs, etc. Je pense qu'il y aura beaucoup de candidats, mais il y en a, à mon avis, qui, de par leur parcours, voilà, etc., peuvent présenter probablement aux yeux des Sénégalais l'image de quelqu'un qui a quelque chose à proposer pour ce pays, qui est capable d'apporter les changements que ce pays attend, qui est capable d'apporter une contribution importante du Sénégal, du peuple sénégalais à la solution, à la résolution des problèmes en Afrique. N'oublions jamais le porteur. Oui, tout à fait. La vision, d'abord, la vision, moi je suis un panafricaniste depuis toujours. Je m'intéresse aux problèmes de l'Afrique et je les connais à peu près. Oui. Et je vois un peu l'articulation, la dialectique qu'il y a entre aujourd'hui travailler à développer le Sénégal et travailler à développer l'Afrique. L'Afrique, on dit, c'est l'avenir de l'humanité, mais ceux qui le disent, en général, ne considèrent pas les Africains comme une partie prenante ou alors epsilon, c'est-à-dire une portion congrue. Et pour eux, quand ils disent l'avenir de l'humanité, leur avenir, c'est l'Afrique. C'est qui cette personne? C'est les puissances occidentales. Oui, non, le portrait robot que vous êtes en train de faire. Il renvoie à qui? Le portrait robot que vous êtes en train de faire? Oui, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés pratiquement depuis toujours, qui voient les problèmes qu'il y a dans le reste du monde. Non, je parle du portrait robot que vous êtes en train de faire correspond à quelle personnalité, quel leader politique? Non, c'est pas nécessaire. On vient de terminer ce qu'ils appellent COP26. Oui. Voilà, l'avenir de l'humanité, les questions d'environnement, etc. L'Afrique arrive encore à s'en sortir. L'Afrique est riche de tout, bon, mais qui n'est pas encore sortie de la domination, de l'exploitation, de l'oppression. Nous sommes là pour justement apporter ces changements. Et je crois que le plus important, c'est pas que Mamadou Diop pense cela ou bien en est capable, etc. Avant moi, d'autres pensaient ça et en étaient capables, mais les peuples n'étaient pas prêts. J'ai le sentiment aujourd'hui que les peuples africains sont prêts. Mamadou Diop Decroix est l'invité du jury du dimanche. Nous allons parler du poste de Premier ministre. Supprimé, restauré.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi vendredi. Vous êtes député, vous avez assisté à la séance plénière. Quelle est votre position? Alors, Mamadou, quand vous évoquez l'Assemblée, on est en débat parlementaire budgétaire. Oui, on va parler de la session budgétaire. Ne vous en faites pas. Mais parlons du poste de Premier ministre, alors, le poste qui a quand même été adopté par l'Assemblée nationale. Le poste de Premier ministre, j'avais déjà dit à l'époque que moi, je n'étais pas favorable à la disparition du poste de Premier ministre. Je l'avais fondé. Donc, si le poste revient aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, j'ai l'habitude de dire que on est, en général, nos débats au Sénégal sont des débats de surface. Il faut qu'on arrive à aller au fond des phénomènes et des choses pour les analyser. Un débat sur est-ce que le poste de Premier ministre est pertinent, n'est pas pertinent, etc. Mais ça adresse fondamentalement la problématique des institutions dans notre pays. Oui. Nous sommes un pays où les institutions sont d'inspiration gaullienne. Depuis 60 ans, nous n'avons pas rompu avec cette conception des institutions générées par le général de Gaulle pour la France, pas pour l'Afrique, pour la France. Donc des États avec des régimes présidentialistes extrêmement forts, où donc vous n'avez pas de parlement qui soit vraiment libre, autonome, etc., de justice indépendante, voilà. Vous avez une constitution qui est rédigée en français dans un pays où 90% ne comprennent pas le français, ou même ceux qui comprennent le français ne le parlent plus correctement. Je l'ai évoqué devant le ministre de l'Éducation nationale, c'est une question importante, une parenthèse, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. Alors, on ne sait pas ce que c'est que la Constitution au Sénégal. Faites le tour de Dakar, allez à l'intérieur du pays. Sur 100 Sénégalais, les 95, si je suis très généreux, 95% ne savent pas ce que c'est qu'une Constitution, à plus forte raison de savoir ce qui est dans la Constitution. Moi, j'ai dit, il faut changer tout ça. Comment changer tout ça? On me dit souvent, oui, les assises nationales. J'ai lu le projet de constitution des assises nationales, mais justement, on est sur les branchages, sur le feuillage de l'arbre. On n'est pas à la racine de l'arbre. Moi, j'appelle à ce qu'on aille à la racine de l'arbre, c'est-à-dire convoquer une assemblée constituante. Ah oui. Voilà. Et dont la composition sera mûrement élaborée. C'est-à-dire, nous sommes un pays multi-ethnique, multiconfessionnel, multiconfrérique. Nous sommes un pays qui a des particularités culturelles, historiques, etc., que les représentants de tout cela se retrouvent dans le cadre d'une assemblée qui prendra 2 mois, 3 mois, 6 mois, le temps qu'il faut pour réfléchir sur nos épopées respectives, pour voir qu'est-ce qu'on peut asseoir comme consensus fort entre nous pour avoir une constitution d'abord stable, qu'on ne change pas tous les 2 ou 3 ans, une constitution stable, parce que prenant en charge les préoccupations des uns et des autres. C'est ça qui fera qu'on aura une constitution qui va durer peut-être 100 ans, 200 ans, comme la constitution américaine. Donc, autrement dit, le poste de Premier ministre pour vous n'a pas de prise sur les réalités. C'est ça que je veux dire. Même le fait de le restaurer, à votre avis, n'a aucun impact. Restaurer, pas restaurer, ramener Senghor. Senghor, quand il a éliminé Mamadou Dia, est resté de 63 à 70 sans Premier ministre. Après, il a mis un Premier ministre. Abdou Diouf est resté de 81 à 89 sans Premier ministre. 89 ou 90. Donc, en 81, il avait un Premier ministre, disons de 83 jusqu'en 91. De 83 jusqu'en 91, Abdou Diouf n'a pas eu de Premier ministre.
Il me semblait que Abdou Diouf avait mis en place... Il a eu Habib Thiam d'abord pendant presque 2 ans comme Premier ministre quand il a succédé à Senghor. Quand il a nommé Moustapha Niasse, c'était pour un peu moins 2 mois pour faire disparaître en 83. Et qui est revenu en 91. Mais on va simplifier les choses rapidement. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'existence ou la non-existence du Premier ministre n'a pas de sens? Ça, si vous voulez, ça dépend des logiques. Moi, ma logique, franchement, c'est qu'il faut changer tout ce qu'on a comme institution ici pour pouvoir mettre en place des choses qui correspondent aux caractéristiques profondes, culturelles, historiques, etc. de notre peuple pour pouvoir régler les problèmes. Sinon... on fait de la gymnastique, quoi. Assemblée nationale, c'est aussi le vote du budget. Je vois que vous piaffez d'impatience d'en parler. Budget 2021 de plus de 5150 milliards de francs CFA. Pour le régime en place, c'est une prouesse, une performance. Vous avez suivi l'examen de ce budget. À l'heure de l'évaluation de cette session qui vient de se terminer, vous dites quoi? Alors, l'ancien ministre du budget, Mangara, me disait à l'Assemblée, oui, mais Mamadou Diop n'est jamais satisfait. Tous les budgets qu'on amène ici, il n'est pas d'accord, etc. Il vote contre. En vous fait, avez encore voté et contre. Souvent, je leur dis, même si on multiplie le budget par 10, sans changer l'approche qu'on a des problèmes, on ne les réglera pas. Peut-être qu'on mettra davantage d'argent dans les poches de quelques-uns, mais on ne réglera pas le problème. C'est-à-dire qu'il faut repenser. C'est une problématique de vision. D'abord, cette assemblée, Mahmoudou, moi je pense qu'une émission entière exclusivement réservée à l'assemblée est utile, serait utile. D'abord, le budget à l'assemblée, il en sort comme il y entre. C'est-à-dire, on n'y ajoute pas une seule virgule. Et ça, c'est depuis 60 ans. Il faut bien que les Sénégalais le sachent. Les débats qu'ils voient à la télé, etc., ne conduisent jamais à ce que le gouvernement change le budget qu'il a amené, le projet qu'il a amené à l'Assemblée. Jamais. S'il y a là un problème. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je pense les choses. Sur ce que je pense, ce que je vais vous dire. Quand j'étais député en 98-99, j'ai pensé à une navette entre le gouvernement et l'Assemblée sur le budget. Le débat d'orientation budgétaire, où les députés viennent dire comment ils voient, eux, le budget, il est dans le règlement intérieur de l'Assemblée, il est pratiqué, mais c'est le dernier jour à peu près qu'on fait ça, ça n'a aucun impact. Alors qu'il aurait été possible d'avoir un débat sur les grandes orientations pour l'année qui vient entre le gouvernement et les députés. Quand le gouvernement élabore, les députés rectifient, corrigent, etc., ça retourne au gouvernement et ça revient à l'Assemblée. C'est ça que j'appelle la navette. C'est utile. Ensuite, souvent on me dit, oui, une majorité, elle sert à soutenir le peuple. Je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, si j'étais président de la République, je dirais aux députés qu'il ne faut pas ménager les ministres. Ne les ménagez pas. Évidemment, au moment du vote, il faut peut-être voter pour le budget. Mais il ne faut pas les ménager pour que les choses puissent être corrigées, être améliorées, etc., etc., etc. Mais là, ça n'existe pas. Quand ça vient, les gens votent. Quelqu'un vous a dit que lui, il attend juste qu'on dise qu'est-ce que vous en pensez, il se lève pour voter. Vous avez voté contre? Alors, donc, Mahmoudou, je prends le cas de l'université. Oui. Et mon jeune frère, Cheikh Oumar Anne, est venu. J'ai dit, mais il faut qu'on change la vision qu'on a de l'université. Les gens de Tamba réclament leur université, ils ont raison. Matam réclame, Kédougou réclame, partout. Les gens réclament leur université, ils ont raison. Mais si on ne change pas la conception qu'on a de l'université,
Voilà, certains se lèvent pour dire oui, ils n'en ont pas besoin. Par contre, si on repense, si on réinvente l'université, oui, en ce moment, on peut avoir des universités dans toutes les régions, avec des démembrements dans les différents départements, des universités qui correspondent aux réalités locales pour développer effectivement les potentialités des différentes régions. Bien, si je prends l'éducation, on a parlé et enseignement supérieur, la qualité de l'enseignement. On ne peut pas avoir qualité de l'enseignement si on n'a pas une qualité de l'enseignant. On enseigne dans quelle langue? On enseigne dans une langue qui s'appelle le français. Aujourd'hui, ceux qui enseignent, je suis désolé, ne maîtrisent pas le français. Comment pouvez-vous enseigner une langue ou dans une langue que vous ne maîtrisez pas? On va enseigner les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine, etc. en français. Moi, j'ai proposé vraiment qu'on reprenne, qu'on ramène tous les vieux instituteurs là. Il en reste qu'on examen médical pour bien s'assurer que voilà, il peut encore servir. En ce moment, on trouve dans l'année des moments, peut-être les vacances, pour faire ce qu'on appelle de la mise à niveau. On crée des centres dans les différents départements. On les a recensés, ces vieux enseignants. On les ramène et en contact avec les instituteurs actuels. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, j'ai dit un programme quinquennal, les gens vont remaîtriser la langue dans laquelle ils enseignent. Moi, je suis un militant des langues nationales, c'est connu. Hein? Oui. Mais si nous continuons comme ça, mais Mamoudou, comment pouvons-nous utiliser une langue de travail qui s'appelle le français partout dans notre administration, etc., alors que nous ne le maîtrisons plus? Regardez, lisez un rapport, même moi que je parle en français, vous me posez des questions, je réponds. Je pense que je ne parle plus correctement le français. Mais alors, parlons du budget. Bon, quelle est alors ça c'est... Alors j'arrive. Ça, 2021. Attendez, j'arrive. La maîtrise d'abord de la langue quand on parle de l'école. Je vous ai parlé de l'enseignement supérieur et de l'école. C'est la maîtrise de la langue dans laquelle on enseigne qui est un problème. Je prends l'agriculture. L'agriculture, on est à 9,4% de la part de l'agriculture dans le PIB, le produit intérieur brut du Sénégal. Partout ailleurs en Afrique, Gambie 26%, Mali autour de 30%, Éthiopie 37%, Ghana, c'est le Ghana qui fait 26%, etc. Nous, on est à 9,4%. Le ministre des Finances, a apporté la réplique en disant un pays qui émerge, un pays qui se développe, c'est tout à fait normal qu'on ait une tendance à la baisse de l'apport de l'agriculture au taux de croissance. Oui, mais j'ai suivi les débats. C'est la réplique alors, que vous a, le ministre, c'est sa façon de répondre. Mais si le ministre pouvait me dire, du point de vue développement, l'industrie, par exemple, l'industrie, on était, mettons, à 9%, maintenant on est à 40%. À la limite, quelle est la part de l'industrie dans le PIB? Epsilon également. Donc, l'agriculture, on a parlé de l'autosuffisance en riz. Depuis les débuts des années 2010, là, quand en 2017, on aura l'autosuffisance en riz. Les 5 dernières années, on a importé en moyenne 1 300 000 tonnes de riz par an. Pour un pays qui consomme 1 800 000 tonnes, 850 000 tonnes. Donc, on produit combien de riz? C'est très peu qu'on produit. Donc, on est très très loin de l'autosuffisance en riz. On a, à l'époque, moi quand j'étais ministre du Commerce, on avait contingenté par exemple la production d'oignons. Je l'ai rappelé l'autre fois. On est passé de 70 000 tonnes à 2005, quand je venais au ministère du Commerce, à 210 000 tonnes en 2011 ou 2012. On a multiplié la production par 3. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on laissait l'oignon étranger entrer dans le pays, concurrencer
la production locale. Les gens produisaient et jetaient l'oignon parce que il ne se vendait pas. On est allé à Ndiayène Pendao pour visiter. Le président des producteurs a dit, il y avait à l'époque un ministre qui s'appelait Mamadou Diop Decroix. C'est lui qui nous avait sorti de la situation. À Ndiayène Pendao, il produisait 4000 tonnes. Ndiayène Pendao, c'est dans le nord du pays. Voilà. Il produisait 4000 tonnes en 2004-2005. Quand on y repassait vers 2015, ils étaient à 48 000 tonnes d'oignons de production. Donc, la protection est nécessaire. Aujourd'hui, on a permis à des sociétés de venir s'installer. On leur a donné des centaines de milliers d'hectares. Ils cultivent et ils concurrencent la petite production familiale. Et Mamoudou, c'est une catastrophe. Ça, par exemple, on n'en parle pas. Mais vous devez en parler. L'Assemblée nationale, c'est la Mais j'en ai parlé. Mais ce qu'on constate, c'est aussi l'absentéisme des députés. Oui, non, je parle de Mamadou Diop. Je parle de moi. Les débats à l'Assemblée nationale. Je parle de moi, je ne parle pas des députés. Parlez de vous, parlez de vos collègues, parlez de l'institution Assemblée nationale. Oui, je ne parle pas de mes collègues qui s'absentent. Ils sont très nombreux, aussi bien d'ailleurs dans la majorité que dans l'opposition. Moi, je vais à l'Assemblée, je participe au débat, je prends la parole. Et donc, ce que je vous dis là, je l'ai dit au ministre de l'Agriculture. Il faut protéger nos marchés. Les Européens, les Américains ont subventionné 8 milliards de dollars à 20 000 cotonculteurs. Et nous, ici, on perd des centaines de millions de dollars à cause de cette subvention. C'est de ça que nous devons parler quand on parle agriculture. Bon, je passe sur l'environnement. La forêt casamançaise est en train d'être détruite. Systématiquement, la mer est en train de tout bouffer, de Djogé à Guet-Ndar, etc., Dounbaba Dieye, enfin, toute Kafountine, toutes ces menaces-là. Mais on n'en parle pas. Quand vous en parlez, ils ne vous écoutent pas. Alors, donc, agriculture, environnement, industrie, commerce. Si ces ministères-là ne sont pas articulés et ne marchent pas de façon cohérente, vous ne pouvez pas avoir le développement. J'ajoute éducation, enseignement. Et pour toutes ces raisons, qu'est-ce que vous inspire le budget 2021 en tant que député? Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion, comme position même? Donc, ce que je dis simplement, c'est que les cadres supérieurs sénégalais qui ont élaboré ces budgets, on ne va pas prendre des cadres de la Lune ou de Jupiter, etc., pour leur demander de venir travailler pour nous. Non, ces cadres-là sont des cadres compétents, sont des patriotes. Mais c'est une vision qui n'est pas ce qu'il faut, qui fait qu'effectivement, le budget, il est là, il progresse. Le budget, il progresse. Mais c'est comme je vous dis, tant qu'on n'aura pas changé notre conception des choses, le budget progresse. Mais regarde la pauvreté aussi. Quand il y a eu ce débat entre le ministre de l'économie, je le lui ai rappelé, entre le ministre de l'économie et l'ANSD, dont il est d'ailleurs le patron, il a la tutelle de l'ANSD, qui a dit la pauvreté a augmenté, il a dit non, la pauvreté n'a pas augmenté, etc. Il donne des chiffres. Quand vous regardez les chiffres, ce que ça montre, c'est que de 2012 à 2021, la pauvreté a baissé de 5 points. C'est-à-dire sur 10 ans presque, vous baissez de 5 points. Donc de 42 à 47. Il y a quand même problème. Ça veut dire que donc, pour résorber la pauvreté absolue, il faut peut-être un siècle. Est-ce que ça, c'est de l'ambition? Ce n'est pas une ambition. C'est pour ça que je dis, il faut le chemin sur lequel on est là, il faut l'abandonner pour prendre une autre voie. Et c'est ça qui s'appelle la vision. On vous a compris, d'accord. Voilà. Maintenant, en tant que député, avez-vous voté ou allez-vous voter ce projet de budget ou non? Non, je ne vais pas voter le projet de budget. Non. Hein? Vous le rejetez? Non, oui, bien sûr. Je ne peux pas voter le projet de budget. J'ai voté le budget de mon ami Sambassi, qui est le ministre en charge des relations avec les institutions. Parce que c'est votre ami? Peut-être que je voterai deux autres budgets, je ne sais pas. C'est votre ami que vous votez le... Non, c'est pas ça. C'est parce que, bon, c'est un budget... D'abord, c'est vrai que le Sambassi est bien. Hein,
C'est pas parce que c'est un camarade du PIT que je le dis, c'est quelqu'un qui est apprécié à l'Assemblée nationale. Bon, c'est le budget des relations avec les institutions, quoi. Mais pour le fond, vraiment, Mamoudou, c'est vraiment une question de vision. Vous produisez, on perd 30% de nos récoltes. Il n'y a pas de magasin de stockage. Le problème du transport, le problème de la transformation. Quand moi je dis prendre l'agriculture comme base, certains me disent oui, mais et l'industrie, vous avez d'ailleurs évoqué ça tout à l'heure, ils ne voient pas l'articulation dialectique entre l'agriculture et l'industrie, parce que quand vous produisez, vous ne devez pas vendre vos matières premières, vous devez les transformer. Ouais. Et c'est ça qui donne une industrie forte. La mécanisation de l'agriculture est un problème aujourd'hui, alors que nous avons au moins 1 milliard de tonnes de fer sur la Falémé. On peut, par l'industrie lourde, fabriquer des machines pour mécaniser notre agriculture. Enfin, bon, ça ne suffira pas le temps. Très bien. Mamoudou Diop Decroix, secrétaire général de AGPADS, député à l'Assemblée nationale et l'invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, iMedia.sn. Ancien ministre aussi. Je rebondis sur cette casquette de ministre du Commerce que vous avez eu à porter sous le régime du président Abdoulaye Wade. À 2 reprises. Oui, à 2 reprises, justement. Est-ce que la hausse du prix du pain peut être évitée aujourd'hui? Peut être évitée. Oui, alors, donc, c'est encore un peu... C'est-à-dire, quand vous êtes sur la surface... Ça intéresse les Sénégalais. Oui, non, vous ne me dites pas la surface. Le pain intéresse les Sénégalais. Chaque jour qu'on se réveille, on a besoin de notre pain. Vous avez été ministre du Commerce. On parle aujourd'hui de l'éventualité d'une hausse du prix du pain. Est-ce qu'elle est évitable ou inévitable? Alors, quand vous êtes sur la surface, je suis au fond. Oui, allez-y au fond, mais répondez quand même à la question. C'est important de répondre aux questions qu'on vous pose. Le pain, c'est quoi? Oui. Le pain, c'est du blé. Nous importons 600 milliards de produits alimentaires par an pour un pays qui a 365 jours de soleil sur 365. Voilà le premier problème. Donc, qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez été ministre, vous avez trouvé ce depuis problème 60 ici. Ans. Vous l'avez laissé ici également. Mais, répondez quand même à la question. Alors, Mamoudou. Alors, non, attends, il y a un problème là. Si vous voulez qu'on passe tout de suite. Non, on ne passe pas, mais répondez à la question. La question, c'est pourquoi, 60 ans après, on continue d'importer 600 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Vous voyez bien notre étonnement, mais pour en arriver à quoi? Alors, si on ne change pas ça, parler de prix du pain, de machin, on peut le faire, mais ce n'est pas l'essentiel. Ah si, c'est l'essentiel. Non, vous l'essentiel. Pas dire aux Sénégalais que le pain n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est de créer les conditions. Parce que tout ce qu'on fera, le résultat, c'est d'arriver à donner du pain aux Sénégalais. Mais c'est de ça qu'on doit parler. Donc ne me dites pas que ce n'est pas essentiel. Donc, le prix du pain, machin, le poste de Premier ministre, non, il faut changer tout ça. Maintenant, s'il faut parler du prix du pain... Maintenant, si vous pouvez servir chaque matin du fondé aux Sénégalais aussi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je mange tous les jours et c'est mieux que le pain. Oui, d'accord. Oui. C'est mieux que le pain. C'est mieux que le pain. Mais le choix, c'est qu'il mange du pain. Alors, le pain... Est-ce que le prix du pain est évitable ou inévitable? Non. Moi, je ne maîtrise pas aujourd'hui les données. Oui. Je ne les maîtrise pas. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qu'on appelle de la démagogie. C'est ça qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Vous n'avez pas de solution. Alors, moi, au contraire, ce que je vous ai dit est la solution. C'est quoi? C'est de changer la vision qu'on a de l'agriculture pour arrêter d'importer 600 milliards de francs CFA de produits alimentaires alors que nous pouvons le produire. Faisant concrètement? Mais je vous ai déjà dit que tous ces gens, ces grandes sociétés qu'on a installées ici, qui produisent et qui concurrencent la petite production, qui font que nos gens ne peuvent plus produire. Allez à Thiénaba, les femmes sont transformées en ouvrières agricoles. Elles montent à 7 h du matin jusqu'à 15 h pour 2500 francs CFA. Ça fait moins de 75 francs l'heure. Voilà la situation dans laquelle, Mamoudou, nous nous trouvons. Donc, quand on me parle de prix du pain, oui, il faut se battre pour que le prix du pain ne soit pas augmenté, mais ce n'est pas la question fondamentale. Voilà.
si vous n'avez pas de réponse sur cela, il y Ah a si, quand je même vous ai le répondu. constat que nous pouvons faire, Ça, je Mamadou vous ai Diop répondu. Decroix, le pouvoir d'achat des Sénégalais. Je vous ai C'est un répondu. pouvoir d'achat qui est malmené. Lors des débats à l'Assemblée nationale, vous vous êtes même plaint en tant que député, je parle des députés de manière générale, du prix de l'eau, on parle du loyer qui a également beaucoup mais bien augmenté. sûr. Le loyer, Oui. moi j'ai fait Quelle est votre réponse par rapport au pouvoir d'achat des Sénégalais Mais qui il se est bas, réduit, il est bas, comme il peau de souffre, chagrin. le pouvoir d'achat des Sénégalais est bas, Oui. parce que les politiques sont erronées. Les politiques qui sont mises en œuvre sont erronées. Alors, vous voulez ne pas changer les politiques et avoir un bon pouvoir d'achat pour les Sénégalais, avoir une baisse de la pauvreté, une baisse du sous-emploi, du chômage, faire que les jeunes ne meurent plus en mer. Non, c'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut changer les politiques et les institutions et les hommes dans une certaine mesure, C'est-à-dire, pour pouvoir justement... dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, c'est parce que nous tous, nous sommes des Sénégalais. Quand je dis changer les hommes, je dis bien dans une certaine mesure, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas à même de faire le travail pour lequel on les a mis là, qu'on les change. Oui. Ceux qui détournent, on les change. Ceux qui sont corrompus, on les change. C'est ça que je veux dire. Mais est-ce qu'en décidant de restaurer le poste de Premier ministre, d'en nommer un très prochainement, de former un nouveau gouvernement, ce n'est pas une réponse? Non, mais quand même, bon, Mahmoud, je sais que ça, c'est une question que vous me posez, tout en sachant que je ne peux pas juger quelque chose qui n'est pas encore là. Comme disait Philibert Siran, qu'on a accueilli à l'aéroport ici, le journaliste dit: que pensez-vous de notre capitale? Il dit: laissez-moi aller dans votre capitale, je suis à l'aéroport, je ne suis pas encore à Dakar. Pour vous dire comment je vois Dakar. Sauf que c'est vous qui Alors, dites qu'il ici, faut le premier n'est pas encore changer, qu'il faut changer les hommes dans une certaine mesure. Je vous pose la question, est-ce que la nomination prochaine va changer d'un les nouveau Premier choses. ministre, la formation d'un nouveau gouvernement, va changer les choses? N'est pas une réponse. Et vous voulez que c'est une question que je vous pose. Non, vous voulez que je vous dise ça va changer ou ça ne va pas changer? Non, je ne peux pas, parce que le Premier ministre n'est pas nommé, le gouvernement n'est pas formé. Par contre, ce que je vous ai dit, qui est la réponse fondamentale, c'est que c'est du tape à l'œil. On est sur la surface, on n'est pas au fond des choses. Le fond des choses, c'est les institutions. Le secteur des transports aussi, on en parle. Il y a eu une grève de 3 jours qui a paralysé le pays. Il y a un sursis d'1 mois, puisqu'il y a des discussions qui sont en cours entre le gouvernement et les transporteurs. Est-ce que cette crise que nous avons vécue récemment pouvait être évitée? Ah oui, forcément, oui, bien entendu. C'est-à-dire, ça c'est la question du dialogue entre le gouvernement et les acteurs. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la pêche. Les pêcheurs menacent aussi. Parce qu'ils disent: on a rencontré 7 fois ce ministre-là qui n'arrive pas à régler nos problèmes. Je ne comprends pas vraiment. Je l'ai dit au ministre, je dit: mais quel est le problème? Je ne comprends pas pourquoi des questions qui apparemment sont simples n'arrivent pas à être réglées. Les transporteurs, ils ont des revendications. D'abord, ils sont très unis. Ça, c'est très important. Les transporteurs sont unis. S'ils n'étaient pas unis, ils n'auraient pas été écoutés. Ils ont réussi au moins sur ce plan à être très unis, à avoir une plateforme claire, assez nette, etc., etc. Je n'ai pas vu dans ce que j'ai lu ou entendu de la part des transporteurs des problèmes qui ne peuvent pas être réglés. Je n'ai pas vu ça là-dedans. Donc pourquoi les gens ne peuvent pas régler le problème? Donc, la réponse que je vous apporte, c'est que le gouvernement doit apporter des réponses aux questions pertinentes qui sont posées par les transporteurs. Naturellement, quand on parle du secteur, c'est quand même, il y a des strates. Il y a les propriétaires, il y a les chauffeurs, il y a ceux qui travaillent là-dedans. Enfin, c'est tout un monde. Donc, il y a du bon et du moins bon, forcément. Mais tout ça, c'est une occasion
de regarder tout le secteur, de l'auditer de fond en comble et d'apporter les transformations. Auditer le secteur des transports. Oui, absolument, c'est ça. Donc c'est ma position. Parce qu'à votre avis, son organisation pose problème? Ah oui, oui, forcément, ce n'est pas seulement les transports. Il faut auditer la pêche. Les bateaux auxquels on octroie des licences, qui viennent pêcher dans les eaux qui sont réservées à nos petites pirogues là, qui détruisent les filets, qui renversent les pirogues, qui tuent les pêcheurs. Mais ça aussi, c'est possible de régler cela. Alors, si vous prenez la pêche, c'est les étrangers qui viennent pêcher. L'agriculture, c'est les étrangers qui viennent développer. Vous prenez la forêt, c'est les étrangers qui viennent détruire la forêt. Mais alors, à quand on va être nous-mêmes maîtres de nos ressources? Moi, ce sont ces problèmes que je pose à Mamoudou, qui sont des problèmes simples. Je faisais allusion à votre expérience politique, votre parcours politique, votre expérience gouvernementale, mais aussi votre expérience parlementaire. Est-ce que vous avez une réponse au constat qu'on pourrait faire qu'il y a des instructions qui sont données tout le temps par le président de la République et on se rend compte qu'elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas suivies d'effet? Qu'ils ne sont pas? Qu'elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas suivies d'effet. Les instructions du président de la République. Oui, Quelle explication peut-on en donner? Ah, ça, il faut poser peut-être le problème, la question au président Macky Sall. Mais je crois que... si on en a l'occasion. Oui, quand vous aurez l'occasion. Bon, en fait, c'est la problématique du suivi. Si vous faites attention, sous le président Wade avait fini par dire, est-ce qu'il ne me faut pas un ministre du suivi? Oui, sous le président Diouf, c'était pareil. Même nous autres, dans nos partis, etc., même peut-être vous ici, dans votre structure, c'est sûr qu'il y a probablement, bon, vous êtes évidemment d'une compétence avérée, mais le problème du suivi au Sénégal est un problème très sérieux. Il y a un ministre du suivi, mais du suivi du PSE. Suivi du PSE, vous me parlez du PSE, bon. Il y a un problème de suivi en réalité. Au Sénégal. Oui, au Sénégal. Et ça renvoie maintenant à la question de notre société en tant que telle. On a parlé tout à l'heure, Mahmoud, de la société sénégalaise. Nous avons un problème. Et je pense que c'est l'autre jour j'ai entendu dire il nous faut un DEP national. Bon, peut-être c'est une façon de parler, mais il faut plus qu'un DEP. Parce qu'un DEP c'est un phénomène passager. Non, nous c'est sur le long terme que nous devons entreprendre une introspection. Oui, une introspection. Et partout, dans tous les compartiments de notre société. Très bien. On va aller très vite. Tu as par exemple la violence la violence dans notre société. Nous sommes devenus une société violente. Vous avez pu le constater. Vous êtes de avant les gens, jusqu'à maintenant d'ailleurs, oui. Quand on parle de violence, les gens pensent à violence politique. Non, c'est toute la société qui est violente. Alors ça aussi, il faut analyser, et le lien évidemment est direct avec le mode de gouvernance politique. Justement, vous faites partie d'une coalition qui s'appelle Wallu Sénégal. Il y a une charte, puisque vous parlez de violence, une charte de non-violence préconisée par le cadre unitaire de l'islam, mais aussi Jàmmi Réew Mi, la plateforme Jàmmi Réew Mi. Votre coalition est partante pour signer cette charte? Moi, la manière dont je vois ce problème-là, c'est que la violence, elle est globale. Quand on isole la violence politique pour penser pouvoir régler ça, alors qu'on n'a pas attaqué, encore une fois, je le répète, le problème par la racine. Les racines du mal. Merci beaucoup. On y arrivera difficilement. Même si les gens signent, ce n'est que passager, provisoire, superficiel. Vous allez signer ou pas? Non, mais attendez, moi, vous savez, si vous parlez de moi, je ne suis pratiquement pas concerné parce que moi, je suis pour la paix et la stabilité
dans ce pays, je suis pour la sécurité. Et je considère que ce sont des questions fondamentales. J'encourage ceux qui ont pris l'initiative, je l'ai déjà dit à Cheikh Tidiane Sy, Al-Amin. Oui. C'est bien, il faut. Mais encore une fois, comme je dis, il faut aller au fond. Ce pays-là est stable dans un espace Afrique de l'Ouest de 15 États où partout pratiquement règne l'instabilité. Partout. Alors si on n'a pas peur, si on n'a pas de soucis, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle je considère que tout le monde doit s'ajuster. C'est là où je parle d'ajustement, c'est-à-dire on doit faire de l'auto-ajustement. Un aggiornamento, comme on dit. Hein? Un aggiornamento. Oui, aggiornamento, si vous voulez. Très bien. Alors, Wallu Sénégal, votre coalition les élections locales. Oui, comment vous vous y préparez? Est-ce que vous pouvez nous dire si Maître Abdoulaye Wade, qui est un peu le guide moral de votre coalition, va venir battre campagne prochainement? Non, je ne sais pas vraiment. Il faut peut-être poser la question. Est-ce que vous en avez exprimé le souhait? À nos amis. Hein? Vous en avez exprimé le souhait? À ma connaissance, non. Il est vrai aussi qu'avec le Parlement, et vous savez, moi-même, j'ai quand même déposé une caution et j'ai dans beaucoup de communes, nos camarades vont sur les couleurs du parti. AJPADS et dans d'autres, la coalition Wallu-Sénégal. Donc là où il y a consensus, on part ensemble. Là où il n'y a pas consensus, nos camarades mettent leur liste. Oui, Dakar, la mère des batailles, c'est comme on le dit souvent, avec Doudou Wade, votre candidat. Oui, alors c'est-à-dire que, Mamoudou, Dakar, pour moi, je crois que les vraies questions pour les prochaines élections locales, ce n'est pas tellement les individus, candidats, tel. Ce n'est pas ça. C'est Dakar, c'est quoi par rapport au Sénégal, par rapport à l'Afrique? Quelle conception on devrait avoir de la gestion de Dakar? Les élections locales, ça va être cette fois-ci des maires élus au suffrage universel. Depuis plusieurs décennies, c'est la première fois. Oui. Et dans des conditions d'impréparation. Vous ne verrez pas une coalition qui vous dira « Oui, nous étions prêts ». Non, du tout. Même je pense que la coalition Benno n'était pas... Donc, on va dans une élection aussi importante et de façon aussi impréparée. Quand vous regardez les coalitions à la base, là, dans les communes, rien à voir avec ce qu'on voit au sommet. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire « Oui, c'est le premier tour de la présidence ». Non, moi je pense que les gens vont... Non, du tout. Je pense qu'on va trop vite. En besoin, vous allez dans des tas de localités. Vous avez le candidat qui est de Benno avec des gens de l'opposition, dans d'autres, des candidats qui sont de l'opposition avec des gens du pouvoir. C'est partout, vous avez des phénomènes de ce type. Pourquoi? Parce que je crois le suffrage le maire est élu au suffrage universel. Avant, c'était sur une liste. Donc vous pouvez avoir tous les gars de Benno sur une liste. Oui. S'ils passent, ils se débrouillent entre eux. Si c'est l'opposition, une liste, s'ils passent, ils se... Mais ici, ce n'est pas le cas. Pour Dakar, êtes-vous confiant pour votre candidat, Doudou Wade? Non, alors, attention. Moi, sur Dakar, quand même, Doudou Wade est candidat, Pape Diop aussi est candidat. Oui, Pape Diop est candidat. Voilà, vous soutenez qui dans des deux? l'opposition, Barthélémy est candidat, il est dans l'opposition. Oui, moi je parle de Wallu Sénégal, vous soutenez qui? Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Oui. Nous apprécions les situations selon un peu les réalités, quoi. Parce qu'entre Doudou Wade et Pape Diop, vous n'avez pas le choix? Pas pour l'instant. Nous allons échanger à l'intérieur du parti.
Très bien. Après les locales, il y a les législatives qui vont se tenir en juillet 2022. Il y a une idée, agitée d'ailleurs par l'Assemblée nationale, une recommandation de certains députés par rapport à l'éventualité de coupler les élections législatives et l'élection présidentielle. Ah bon, oui, en tout cas de faire concorder les élections législatives et l'élection présidentielle. Je ne suis pas au courant. Ah bon, il y en a qui pensent ça, qui pensent comme ça. Bon. Première nouvelle, donc moi je suis de par principe pour le respect du calendrier républicain. Que les législatives se tiennent en 2022. Présidentielle 2024. Deux petites questions pour terminer cette émission, Mamoudou Diop Decroix de AJ/PADS. La première, c'est l'amnistie de Khalifa Sall et Karim Wade. La question a été posée au président de la République lors d'un entretien avec des médias étrangers. Il n'est pas opposé à l'idée. Pour lui, l'essentiel, c'est de trouver la bonne formule. Les deux intéressés ne sont pas demandeurs. Quelle est votre position sur cette question en tant qu'acteur politique et député? Oui, alors moi, je n'en suis pas aux modalités, j'en suis au principe. Le principe, c'est nous avons estimé que ces deux ont été victimes d'une spoliation de leurs droits civils et politiques. Il faut les leur remettre. Maintenant, comment ça se passe, etc. Franchement, ça, je ne m'intéresse pas tellement à cette question. Voilà. Vous vous intéressez à quoi alors? Non, à ce que leurs droits civils et politiques leur soient... Alors, comment, comment je ne... Non, c'est pas mon boulot. Vous renvoyez la balle à qui pour mon cela boulot. Non, vous renvoyez la balle à qui pour cela? Non, franchement, Mamoudou, oui. Je ne suis pas là pour dire comment ça doit se passer. On me le reprocherait, théoriquement d'ailleurs. Le président Macky Sall a relancé le débat sur le troisième mandat ou la troisième candidature. C'est selon, dans un entretien toujours accordé à ces médias étrangers, il déclare qu'il ne fera rien qui serait antidémocratique ni anticonstitutionnel, en ajoutant qu'il prendra sa décision quand le moment viendra. Commentaire? Moi, j'ai toujours dit que le président Macky Sall a dit: je ne peux pas faire plus de 2 mandats consécutifs, et c'est moi qui ai écrit ça dans la Constitution. C'est la raison pour laquelle vous ne m'entendez jamais en parler, parce que je considère qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il y aura problème, c'est-à-dire quand il dira je fais une troisième candidature, on avisera. Pour l'instant, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Il a raison de dire qu'il n'en parle pas pour le moment lui-même. Ben, est-ce qu'il a raison ou pas raison? Ça, ce sont ceux qui écoutent, qui apprécient. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que je n'en parle pas parce que je considère que le problème n'existe pas. Quand il dira je veux un troisième mandat, en ce moment, le problème existera. Mais il y a tellement de choses qu'on doit résoudre dans ce pays-là. Alors on va nous mettre dans la tête jusqu'en 2024, dans les grands plages, les Nanoukayu, Ataye et tout, des affaires de... Franchement, allons faire autre chose. Notre agriculture ne marche pas, on n'arrive pas à nourrir les Sénégalais. Notre pêche est en train de foutre le camp, excusez-moi du terme. L'environnement, la forêt est en train de partir, etc. Occupons-nous de ça. De grâce. La présence de Mamoudou Diop Decroix dans le gouvernement du président Macky Sall, une hypothèse de travail ou c'est exclu? Pourquoi d'abord cette question? Parce que c'est une question. Non, une question en général, elle a comment un soubassement quoi, qui peut être objectif. Vous êtes un acteur politique. Hein? Vous êtes un acteur politique. Oui, mais un acteur politique de l'opposition. Vous avez participé à un gouvernement à un moment donné. De l'opposition. J'ai dit à une journaliste, pourquoi vous n'allez pas imaginer, oui, est-ce que vous allez rejoindre le président Macky? J'ai dit, pourquoi vous n'allez pas demander au président Macky Sall, est-ce que vous allez rejoindre Mamoudou Diop Decroix? Moi, j'ai une ambition quand même pour ce pays. Donc c'est comme cela qu'il fallait poser la question. Pourquoi le président ne rejoindrait pas Mamoudou Decroix? Voilà, j'ai une ambition pour ce pays. Franchement, Mamoudou, moi je considère
Oui, je pense si mon parti, si le bon Dieu qui décide m'en donne vie et santé jusqu'en 2024 et que le parti pense que je dois me présenter, je pense que j'ai ce qu'il faut pour l'essentiel. Oui, pour être candidat en 2024. Non, pas pour être candidat, pour diriger le Sénégal. Oui, mais il faut d'abord être Mais diriger le Sénégal, pour moi, c'est pas avec des constitutions là où le gars il est tout seul, tout le monde est... Non, c'est avoir une constitution qui fasse que au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne peut pas prendre la balle et aller jusqu'au but adverse et marquer sans passer la balle. C'est du football, c'est du sport, c'est du collectif. Chacun a un rôle à jouer. Et c'est ça qui nous manque. Portrait robot d'un président de transition, c'est ce que vous êtes en train de dire, vous, Mamadou Diop Decroix, en 2024. Un président de transition. Pourquoi de transition? Ah ben, bon. Moi, j'ai entendu qu'il y a des Sénégalais qui réfléchissent un peu comme ça, qui pensent que Mamadou Diop, oui, peut, effectivement, peut-être qu'il me voit parler des institutions. C'est vrai que les institutions ont besoin d'être repensées, réinventées, comme je vous l'ai expliqué. Je suis capable, je pense, aidé par tout le monde, de contribuer, de promouvoir les changements dont le pays a besoin. Mais aussi, Mamadou, je ne sais pas si le temps, parce que Macky Sall va être président de l'Union africaine. Nous sommes dans une sous-région où c'est la guerre qui sévit. Clairement, un président de la République du Sénégal qui ne parle pas de ça, il est un président, un demi-président, il est un président à moitié. Le Sénégal a une contribution décisive à apporter pour la paix et la stabilité en Afrique et plus particulièrement dans la sous-région. Peut-être que cette présidence de l'Union africaine est une opportunité pour lui. Je n'ai pas encore vu d'ambition de sa part. Je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères, à la ministre, j'ai dit, le Sénégal manque encore d'ambition. Moi, si j'étais président du Sénégal, j'aurais fait le tour, en tout cas les pays qui nous entourent. Je vais aller là-bas faire du sitting. Vous savez ça? Rester là-bas le temps qu'il faut pour que mon collègue accepte de signer qu'on ait une fédération. Les pays qui partagent le CFA, ils font 4 millions et quelques de kilomètres carrés, à peu près comme l'Inde. 10 fois ou 8 fois moins peuplé que l'Inde, mais peut-être 4 ou 5 fois plus riche que l'Inde. En termes de richesse. Une fédération des pays de la sous-région ouest-africaine. Voilà. Merci Mamadou Diop Decroix, c'est une proposition concrète. Vous êtes, ou vous étiez l'invité du jury du dimanche. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'AGPADS, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre. JDD présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Sélé Diallo, Ndiankou et Iba Marsen pour la prise de son. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Fatimata Ba. Pour le compte d'immédiat.sn, à la photo, Abdoulaye Sylla, Pape Doudou Diallo au texte. Vous aurez l'occasion donc de lire cette émission, façon de parler, dans votre site immédiat.sn. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.